Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être sur Canal 3 Niger. C'est l'heure de votre émission de la semaine, l'entretien. Notre invité dans ce numéro, M. Maman Hima, il est consultant. Avec lui, nous allons justement évoquer la question de la gestion des ressources minières en Afrique d'une manière générale et au Niger en particulier. Docteur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. La question justement de la gestion des ressources minières est une problématique d'actualité qui continue à l'être. L'Afrique, c'est un continent justement qui regorge tant de ressources, mais qui n'en profite pas. Bien avant, je voudrais justement que vous nous fassiez, que vous nous disiez justement les enjeux de ces ressources pour le continent d'abord et pour le monde entier, docteur. Vraiment, je vous remercie de vous intéresser à cette thématique. Les enjeux des ressources pour le monde et en Afrique, on peut d'emblée dire que les ressources minières ont toujours été, si vous voulez, un objet de grande préhension pour les grandes nations. Il vous souviendra que l'Afrique est un continent qui a beaucoup souffert, Oui. d'abord de l'esclavage, puis de la colonisation. Et le fait de la colonisation, justement, c'est cette propension à vouloir rechercher les ressources où elles se trouvent, notamment par l'Europe et l'Amérique, pour pouvoir impulser des actions de développement chez eux. Donc c'est cette dimension des ressources minières indispensable pour tout effort de développement et surtout compte tenu de notre mode de vie, notamment nos besoins énergétiques, nos besoins en matériaux de construction et nos besoins aussi aujourd'hui dans l'aéronautique, le secteur naval, etc., qui font que ces ressources-là, aujourd'hui, plus qu'hier, nous ne pouvons pas nous en passer. Donc, du point de vue déjà de cette problématique, il faut savoir que c'est recherché partout à travers le monde. Ceux qui en ont doivent pouvoir en profiter, ceux qui n'en ont pas doivent pouvoir avoir accès à ces ressources-là. Et comme vous le dites si bien, le continent africain, je ne sais pas si c'est un malheur ou un bonheur, a énormément de ressources minières et pétrolifères. À partir de ce moment, ce continent devient quand même un objet de grande convoitise pour les superpuissances. Et donc vous voyez que cette dimension de positionnement d'abord des grandes nations, des grandes puissances comme les États-Unis d'Amérique, l'Europe tout entière, font de ces ressources minières vraiment un problème de géopolitique et un problème de survie même pour leur propre nation. Je ne voudrais pas réviser justement ce grand débat relatif à la colonisation et vis-à-vis justement des ressources minières dont regorge l'Afrique. C'est bien l'être quand même de la colonisation et ces ressources du continent africain. Oui, bien sûr. Vous savez, le continent africain, au lendemain des indépendances, c'est-à-dire que quand tu te rends compte qu'en 1960, par exemple, il y avait 18 pays africains qui sont passés d'États colonisés à un état d'indépendance formelle, qui ont acquis leur souveraineté, ces États n'ont pas voulu justement laisser l'Afrique sans avoir une forme de contrôle a posteriori sur ces ressources minières. Vous savez, je peux dire qu'il y a plusieurs Afriques. Oui. Il y a d'abord l'Afrique du Nord. Vous savez que l'indépendance de l'Algérie, la France n'en a jamais voulu. Il a fallu des luttes de libération nationale. Donc leur approche déjà du point de vue de la fracture et de la séparation avec l'ancien colonisateur ne s'est pas passée de la même manière que nous. Vous vous souviendrez aussi qu'un peu plus au sud, notamment en Afrique du Sud, où l'apartheid a continué à prospérer et à installer comme système, et des pays comme, je pourrais dire, l'Angola, le Mozambique, où il a fallu le milieu des années 1975 pour qu'ils arrivent à ces questions d'indépendance. Mais au-delà, nous avons eu des leaders en Afrique. Nous avons eu Nasser. Des panafricanistes. Des panafricanistes, merci. Nasser en Afrique du Nord. Nous avons eu Kwame Nkrumah en Afrique de l'Ouest. Nous avons eu Patrice Lumumba en Afrique centrale, qui ont posé ces questions de l'indépendance de nos pays et de la même mise de nos États sur les ressources minières.
Donc, quand je parlais de plusieurs Afriques, Oui. Quand vous prenez le cas de l'Algérie, par exemple, ils ont pu intégrer les ressources pétrolières et gazières comme étant un moteur de développement, c'est-à-dire financer l'agriculture, l'élevage, etc. Quand vous prenez un pays comme la RDC, l'ancien Zaïre, ou qu'on appelait Congo belge, où les Belges n'ont jamais voulu quitter ce qu'on a appelé comme cataclysme géologique qui renfermait énormément de ressources et qui aujourd'hui encore, quand on prend l'Est de la RDC, est en proie à des conflits armés uniquement parce qu'il y a des ressources minières. Quand on prend l'Angola, où la guerre civile a été alimentée dans un but de contrôle des ressources minières et pétrolières, vous voyez toute cette dimension montre que ce n'est pas dans une atmosphère de paix, d'équité, que cette émancipation, tant voulue par l'ensemble des Africains, va se passer. Et c'est là un défi pour le continent, la paix, n'est-ce pas, relative justement à ces ressources-là. C'est un grand défi. Il nous appartient de prendre conscience de ce que nous renfermons comme ressources et faire en sorte que réellement nos États puissent bénéficier de ces ressources. Parce qu'il y a une chose qu'on ne dit jamais. Oui, quelle est cette chose? Les multinationales ou ces superpuissances ne viennent pas exploiter les ressources chez nous pour nous développer. Ils viennent les prendre parce qu'ils en ont besoin, parce que leur économie en a besoin. Mais ils ne viennent pas, ce n'est pas des enfants de cœur. Ils ne viennent pas pour nous. Ils viennent juste parce qu'ils ont besoin de ces ressources. Donc, il ne faut pas que nous nous trompions. Ils n'ont pas, c'est pas dans un esprit magnanime ou dans un esprit de créer des conditions de notre propre développement pour lesquelles ils viennent prendre les ressources. Et ça, c'est le premier point. Ils viennent parce qu'ils en ont besoin pour leur pays. Ils en ont besoin pour leur économie. Ils en ont besoin pour continuer leur croissance et leur développement économique. Et d'ailleurs, ils n'ont pas vu de bon œil l'immixtion de certains pays comme la Chine aujourd'hui et comme l'Inde aujourd'hui, qui se sont invités sur la table des grands et qui eux aussi sont devenus des pays qui pensent qu'il leur faudra des ressources. Donc vous voyez déjà du point de vue de la lutte et du point de vue du positionnement en Afrique sur les ressources minières, nous avons avant l'ancien pays colonisateur, nous avons avant, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec la séparation du monde suite à la conférence de Yalta, cette influence sur le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, sur cette hégémonie sur les ressources minières. Maintenant, nous avons une nouvelle donne. L'émergence des pays comme la Chine et l'Inde qui, aujourd'hui, viennent bousculer ces puissances dans leur précaré. Maintenant, ce qui est dommage et ce qui est regrettable, c'est que malheureusement, nous en Afrique, nous ne voyons dans les ressources minières que des espèces sonnantes et trébuchantes. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ce que je veux dire que tout le monde a connu aux États-Unis la ruée vers le pétrole qui a permis de booster l'industrialisation. Tout le monde a connu en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, ces grands investissements qui ont eu où l'industrialisation, les grandes compagnies manufacturières se sont mises en place et qui ont permis d'asseoir un modèle économique. Mais nous, aujourd'hui, nous nous voyons à travers les ressources, que ce soit les ressources énergétiques, on n'utilise pas le pétrole, on n'utilise pas le charbon pour permettre de la production de l'énergie qui va permettre à l'industrie de se développer. On n'utilise pas les minéraux comme le fer pour faire de la construction, etc. Mais nous, les ressources nous servent seulement sous forme de manne financière. Il est temps, grand temps, puisque ces ressources-là ne sont pas renouvelables, que les Africains commencent à utiliser les ressources minières pour elles-mêmes aussi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a plusieurs Afriques. Et quand vous prenez l'Afrique du Sud, par exemple, ça n'a pas été la même image que l'ancien Zaïre ou la RDC à l'heure actuelle.
l'Afrique du Sud a utilisé essentiellement ses ressources pour pouvoir développer une industrie locale, pour pouvoir développer une économie locale. C'est dommage que ça soit sous l'ère de l'apartheid, mais la réalité est que quand même les ressources minières étaient peu ou prou utilisées pour des actions de développement. Nous, au Niger, un peu partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, le Gabon, le Tchad, etc., nous ne percevons dans les ressources minières que l'hypothétique source financière que ça peut nous amener. Justement, docteur, qu'est-ce qui fait cet état d'esprit de nos États africains ou de nos gouvernants africains? Oui, ce qui fait... Comment comprendre, comment se fait-il que nous ne voyons justement qu'à travers ces ressources, que la retombée relative en fait aux mannes financières? Parce que nous ne voulons pas faire l'effort d'engager des actions de développement chez nous. Nous n'avons pas de véritable vision en ce qui concerne le lendemain. L'Africain, malheureusement, nous nous sommes souvent contentés, dans certains cas, pour voir un peu ce qui est très immédiat. Mais nous ne voulons même pas nous-mêmes transformer et participer à transformer nos matières premières. Parce que le brut, quand vous l'exportez, et on a parlé un peu de la chaîne des valeurs des industries extractives. Leur donner de la valeur ne sera qu'à faire les premières transformations sur le continent. Ça, déjà les Nkrumah, les Lumumba, les Nasser l'ont dit. L'Afrique doit consommer elle-même aussi, ne serait-ce qu'une partie de ses ressources minières. Aujourd'hui encore, quand vous regardez ce qu'un Africain consomme du point de vue énergétique, du point de vue journalier, mais ce n'est même pas ce que l'Européen consommait au Moyen-Âge. Donc nous sommes à la traîne. Et malheureusement pour nous, ce sont nos ressources minières-là qui permettent à ces pays-là de pérenniser leur dominance sur nos États et à continuer à creuser le grand fossé qui nous sépare de ce monde-là. Il y a la responsabilité justement de nos gouvernants quand même dans cette situation. Donc, bien sûr, ils sont en première ligne, puisque vous savez, l'Afrique a connu une évolution politique au lendemain des indépendances, comme je l'ai dit, où c'était certains l'ont dit avant moi, hein, que c'était des indépendances de façade. Parce que dans tous les cas, il faut se dire une chose, l'Occident, l'Europe, les États-Unis ne peuvent pas se permettre de se passer de nos ressources. Donc ils trouveront tous les moyens pour s'accaparer de ces ressources. Quand ils le font à travers des pouvoirs politiques qu'ils peuvent dominer, ils le font. Et quand ça devient disons, un point d'achoppement, ils sont prêts à initier des conflits. Le cas de l'Angola est assez évocateur. Le cas de la RDC est assez évocateur. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons 2 Soudans. Et ça, uniquement parce qu'il y a du pétrole au Soudan. Vous voyez ces sources de conflits, et ces conflits sont alimentés, instrumentalisés, tant que ces puissances peuvent trouver dans nos pays des gens qui sont capables de les suivre, ils vont instrumentaliser, ils vont créer des situations de conflit. L'essentiel pour eux, c'est qu'ils puissent mettre la main sur les ressources minières. Et le problème de la Libye, tout le monde sait qu'en toile de fond, le pétrole y est. Et ce n'est pas seulement spécifique au continent. Nous avons vu aussi un peu plus loin, notamment au Moyen-Orient, quand les problèmes se sont posés, où ils ont quand même la guerre entre l'Iran et l'Irak. Cette question, après la révolution iranienne, sur la question pétrolière, aujourd'hui où on sait qu'on a alimenté des groupes armés pour essayer toujours de pouvoir contrôler le pétrole, et cela pour dire qu'au-delà de la stratégie, au-delà de la politique pour le contrôle de nos appareils d'État par l'intermédiaire des pouvoirs politiques, eh bien, quand ça échoue, ils sont prêts à alimenter des conflits fratricides, des guerres civiles. L'essentiel pour eux, au moment où nous sommes en train de nous entretuer, qu'ils puissent organiser la prédation et la prévarication de nos ressources pour pouvoir, parce que c'est indispensable pour leur survie. Docteur, revenons justement au Niger, notre pays, où la France, j'allais dire, à travers Arriva et bien d'autres sociétés, avant qu'elle ne soit Arriva, exploite notre uranium, la principale richesse, la toute première, plus de 40%, et aujourd'hui on se rend compte que
cette exploitation ne contribuait justement qu'à hauteur de 5% au budget national. Et avec les autorités actuelles, on constate justement une volonté ferme de revaloriser justement nos ressources minières aujourd'hui. Quel peut être votre commentaire? Oui, d'abord, vraiment, c'est d'une évidence mathématique. C'est-à-dire que ça corrobore le fait qu'ils ne viennent pas chercher nos ressources pour nous développer. Ils viennent chercher leurs intérêts. C'est leurs intérêts. Deuxièmement, moins ils nous donnent, mieux ça vaut pour eux. Parce que c'est un esprit mercantile. Pour eux, c'est leurs intérêts qu'ils défendent. Maintenant, c'est à nos pouvoirs publics de nous organiser. Le gouvernement nigérien a eu quand même une position assez courageuse. D'abord de transparence. Pour dire aux Nigériens, en réalité, voilà ce que représente particulièrement l'uranium en termes d'apport pour le Niger. On a fêté les 100 000 tonnes d'uranate extraite du Niger. Mais les Nigériens, particulièrement dans les zones où c'est exploité, ils ne vivent pas mieux, ils ne vont pas mieux à l'école, ils ne sont pas mieux nourris, ils ne sont pas mieux soignés. Et 5% pour un budget national, vraiment à la limite, on peut se poser la question, est-ce qu'il était nécessaire d'exploiter cette ressource? En tout cas, pour nous au Niger, ça ne nous a pas profité. Donc, on peut poser le problème, ce n'est pas dans l'avantage du Niger, tous ces 40 ans d'exploitation qui a eu lieu l'uranium. Nous avons les conséquences, on peut revenir plus tard dessus, ce n'est pas l'objet de notre entretien, mais le niveau de vie, l'apport de ressources minières et des industries extractives dans le développement de notre pays, je pourrais dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan, ou bien pour parler en bon nigérien, c'est un grain de sable dans le désert. Donc, un grain de sable dans le désert. C'est un grain de sable dans le désert. Vraiment, c'était insignifiant. Maintenant, il y a eu quand même, il faut dire, dans l'évolution politique du Niger, tous les gouvernements se sont retrouvés frontalement avec l'ancienne puissance coloniale. D'abord, la France nous a fourgué un bébé au lendemain des indépendances à travers notamment un accord de défense où il proclamait à l'intérieur que l'uranium était un produit stratégique. Ils ont consigné certaines dispositions qui faisaient que le Niger n'avait même pas le droit de commercialiser avec qui il voulait pour cette ressource particulière qui est l'uranium. En dehors de la France. En dehors de la France. Donc c'était un patrimoine. La France s'est accaparée totalement l'uranium nigérien à travers des accords de défense. Le gouvernement Diori, dans les années 1972, avec les problèmes économiques qu'il a connus, a voulu rentrer dans un cycle de renégociation pour leur demander, comme si c'était de l'aumône, de demander à la France de faire un peu plus pour un pays exsangue, en proie à la sécheresse, à la famine, pour que au moins les choses puissent aller mieux. Mais la France ne l'a pas entendu de cette oreille. Le général Séni Koultié, un moment, quand il avait lancé ses grands problèmes d'investissement, il avait dit un moment, quand il en avait eu marre de ce chantage au quotidien que la France, à travers à l'époque Cominac et la Somalie faisait, il a clairement claironné qu'il vendra l'uranium même au diable. Parce que lui, il a des véritables problèmes de survie, il a des problèmes de développement, et on se rend compte qu'on nous dit que nous avons un produit stratégique sur lequel la France a fait même basse, sur lequel la France empêche le Niger d'avoir d'autres partenaires que la France, donc un partenariat exclusif, et de l'autre côté, la France ne veut pas faire d'efforts pour régler les problèmes de base, de survie que se posaient aux Nigériens. Nous ne demandons pas l'aumône, nous voulons une juste rétribution de nos ressources minières. Le président Tanja Mamadou a eu le même problème avec la France. Et il a invité les Chinois à venir aussi à la table. Et Soudou, d'ailleurs, Azélique. Et ça encore, on pourrait revenir dessus. Maintenant, le gouvernement nigérien avait des atouts en main. D'abord, un nouveau code minier. Un nouveau code minier qui pose le problème de la gestion et de la transparence des revenus tirés des industries extractives. Cette question extrêmement importante, normalement, devait lui permettre, en fait, d'avoir beaucoup plus de ressources et d'associer des Nigériens qui se battent et qui jouent un rôle d'éveil, notamment des organisations de la société civile, comme le ROTAB et le GREN, que certains Nigériens
malheureusement ont même traité d'apatrides, mais qui se battent au quotidien pour que les Nigériens puissent bénéficier de leurs ressources. Ce gouvernement n'a d'autre choix que de faire appliquer les nouvelles dispositions minières, c'est-à-dire le code minier 2006, en ce qu'il apporte des avantages, notamment en termes de redevances, en termes de mettre fin à des exonérations injustifiées, à une fuite organisée de capitaux dans notre pays. Justement, docteur, par rapport à la mise en œuvre de cette loi de 2006, cette loi minière de 2006, aujourd'hui les Nigériens sont comme sceptiques quand ils constatent effectivement que les négociations nouvelles par rapport justement à Cominac et puis Somaïr peinent toujours à être réelles. Nous sommes déjà dans le 4 mois et on se demande en fait si un tel état de fait peut être inversé. Vraiment, je peux dire qu'il y avait deux chances pour le Niger. D'abord, la personne du président de la République. Oui. C'est quand même un expert des mines. Ce n'est pas contestable. Et il connaît toutes ces questions minières. Deuxièmement, le code minier 2006. Et le président, il a toujours dit qu'il fait un point d'honneur pour que le code minier soit respecté. Nous, on croit sur parole. On attend de voir dans les actes réellement qu'est-ce que les négociations vont donner. Sinon, le gouvernement en entier, même à travers son Excellence M. Brigitte Raffini, le Premier ministre, et à plusieurs reprises, son Excellence le Président de la République, M. Issoufou Mahamadou, ils ont toujours dit clairement qu'ils n'auront pas d'un État. Le ministre d'État chargé des mines aussi est sorti pour dire qu'il ne va pas reculer d'un État. Alors, ce que nous leur demandons, c'est de rendre public, une fois que les contrats seront publiés, et deuxièmement, vraiment d'avoir un œil regardant sur tous ces Nigériens qui se mobilisent sur des questions d'intérêt national, comme la question de défense des intérêts des Nigériens de manière générale. Un œil regardant, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Un œil regardant, c'est-à-dire de cesser de manière injustifiée pour des Nigériens qui s'arc-boutent derrière la Constitution, pour des Nigériens qui font du code minier un sacerdoce, de cesser de les traiter des apatrides parce qu'il y a une discordance dans les points de vue et dans l'approche de la résolution des questions. C'est des Nigériens comme tout le monde. Ces ressources minières, comme l'a dit la Constitution, appartiennent aux Nigériens et c'est normal aujourd'hui que les gens se mobilisent et qu'ils aient une situation de veille citoyenne pour que les Nigériens puissent bénéficier effectivement des ressources minières. Donc ça, nous n'avons d'autre choix. Et le gouvernement n'a d'autre choix que d'aller dans cette direction. C'est fini ça. Venir de manière éhontée, pomper, prélever nos ressources minières sans compensation, je pense que c'est quelque chose qui est révolu à jamais en ce qui concerne le Niger. Nous ne sommes pas prêts à accepter. Mais comment voulez-vous une société minière comme Areva, qui vient d'un pays qui se dit de Montesquieu, l'esprit des lois, et qui ne veulent pas respecter les lois dans un autre pays. C'est totalement kafkaïen et je pense qu'on ne peut pas l'accepter. Le monde fonctionne avec des valeurs, le monde fonctionne avec des réalités, le respect des lois et des règlements est quelque chose qui n'est pas du tout négociable. Il s'impose à tout le monde. Donc ça s'impose à tout le monde. Merci, docteur, pour cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cet entretien de la semaine. Nous recevions pour vous docteur Maman Hima. Il est consultant et comme vous nous aviez suivi, nous avions justement parlé de ce grand débat qui se pose et qui continue d'être posé en Afrique et même à travers le monde par rapport justement à la gestion des ressources minières, des ressources naturelles du continent africain. Un continent qui, malgré justement toutes ses richesses, peine à se développer, d'où c'est un débat vraiment qui est d'actualité. Merci d'avoir suivi, ce sera la prochaine.